Bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez mon écran. En tout cas, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez tous bien? Oui, Oui, c'est tout ok, bon. parfait. Très bien. Euh, je suis heureux d'animer cette dernière séance. Je ne pensais pas que j'avais cet immense privilège. Juste en point d'introduction, je voulais juste vous dire que j'ai essayé de vulgariser cette présentation au maximum. Je suis désolé s'il y a des ambulanciers ou autres professionnels de la santé sur ce webinaire, mais j'essaie de le rendre accessible pour tout le monde. Et je vais essayer de me focaliser sur les interactions premier répondant avec la casu 144 et un petit peu tout ce que vous ne voyez pas avant que vous soyez engagé, une fois que vous êtes engagé, et une fois que vous arrivez sur place. Voilà, pour vous donner un petit peu les dessous de la scène et de l'action. Euh, voilà, je vous ai juste mis une petite citation en entrée. La vie n'est qu'un vain rêve qui s'efface, la mort est l'heure où tout commence, puisque finalement vous intervenez dans ce contexte-là. Voilà, je trouvais la citation jolie pour commencer. Sans plus attendre, hop, voilà, les objectifs comme plus ou moins énoncés. Je vais revenir juste sur comment est-ce qu'on prend en charge l'arrêt cardio-respiratoire sur le canton de Genève. C'est un peu le fil directeur de cette présentation, en insistant sur deux points clés, un petit peu qu'est-ce qui se passe avant le déclenchement de l'alarme Save a Life et qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous êtes engagé et le moment où vous arrivez sur place, en tout cas de notre côté ici à la CASU. Je ne rentrerai pas du tout dans tout ce qui est l'arrêt cardio-respiratoire en termes de physiopathologie, de nombre, de chiffres, tout ça part sur une slide parce que vous avez ça dans le module Save a Life et dans ce qu'il vous faut avant de pouvoir vous inscrire sur la plateforme et de faire partie des premiers répondants en tant que tel. Pour ça, quatre temps différents dans cette présentation. Le premier temps qui va être comment est-ce qu'on détecte, nous, les arrêts cardio-respiratoires ici en centrale. Quels sont les moyens qu'on va engager et comment est-ce qu'on les engage? Qu'est-ce qui se passe ici sur le plateau de régulation en attendant l'arrivée des premiers secours ou des secours sur place? Et puis un petit point de rappel sur les interactions 144 casu et premiers répondants, notamment tiré de divers incidents ou remontées de recherche d'amélioration sur 2 années passées avec Sébastien Martin Achard pour essayer d'améliorer votre process d'engagement et tenir compte de vos réalités terrain. Si ça va pour tout le monde, on se lance du coup dedans, notamment dans la dissection des arrêts cardio-respiratoires en centrale où finalement vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas engagé sur la totalité des arrêts cardio-respiratoires, puisque certains ne sont juste tout simplement pas à réanimer. Une toute petite historique, on a commencé à reconnaître les arrêts cardio-respiratoires au téléphone qu'en 2013. Par ça, on entend avec un algorithme et puis en étant à peu près sûr que ce soit un arrêt cardio-respiratoire au téléphone et pas une crise convulsive ou un malaise vagal ou ce genre de choses-là. 2 années plus tard, on a introduit l'assistance téléphonique pour aider en fait à la réanimation par téléphone en attendant l'arrivée des secours. Et puis en 2019, vous êtes arrivé via cette application Save a Life qui a beaucoup changé la donne hein, en termes de pronostic vital, en termes de diminution du no-flow, c'est-à-dire la période dans laquelle finalement il n'y a pas de circulation sanguine et du coup d'irrigation du cerveau. Et puis en 2022, on a même eu l'introduction ici de vidéos, on y reviendra plus tard, qui vont permettre éventuellement d'envoyer des vidéos aux témoins sur place pour pouvoir prodiguer un massage cardiaque. On y revient tout à l'heure. Néanmoins, quelques chiffres, alors ils ne sont pas tous actualisés, hein, ils datent de 2009 à 2018. Néanmoins, c'était juste pour vous montrer que le taux d'arrêt cardio-respiratoire, en tout cas le nombre par an, est beaucoup plus élevé que le nombre sur lequel vous êtes engagé, tout simplement pour une raison simple qui fait que euh,
un des rôles du régulateur ici au 144, c'est de s'assurer de cet arrêt cardio-respiratoire dans un premier temps, mais surtout, est-ce qu'il y a nécessité de le réanimer ou pas? Et on peut voir, par exemple, si on prend les chiffres de 2018, on va prendre cette année-là qui est la plus proche de nous, il y a eu 371 constats d'arrêt cardio-respiratoire sur le canton de Genève qui sont passés par le 144 et il n'y en a que 240 qui ont donné lieu à une réanimation. C'est-à-dire que sur 131 d'entre eux, on ne vous a pas engagé, tout simplement parce qu'on avait des critères de mort évidentes qui font qu'il n'y a aucune plus-value à vous envoyer. Ce qu'il faut qu'on envoie dans ce genre de situation-là, c'est un médecin de ville, Genève médecin ou SOS médecin pour faire un constat de décès, en fait. Il n'en reste pas moins qu'il y a certains cas flous par téléphone où c'est difficile de se rendre compte dans quel cas de figure on se trouve. Et du coup, ça peut expliquer éventuellement votre intervention et votre déclenchement sur certaines situations où finalement c'est un décès avéré dans lequel il n'y a plus rien à faire, mais la détection par les régulateurs au 144 est toujours pas blanche ou noire. Parfois, on est un peu dans une petite zone grisée. Voilà, pour le contexte. Je voulais juste vous montrer ce qu'on utilise nous ici une fois qu'on reçoit un appel au 144. La première demande concerne essentiellement l'adresse, qui a une importance non négligeable pour vous engager, mais aussi pour engager les moyens de secours. On commence en règle générale, ça peut se faire un peu dans l'ordre qu'on veut, mais souvent c'est la rue, le numéro de la rue et la commune. Il nous arrive parfois de faire une erreur sur l'adresse à cause des homonymes qu'il peut y avoir d'une commune à une autre commune. Néanmoins, on a un accent porté là-dessus pour être bien sûr d'avoir la bonne rue, le bon numéro et la bonne commune pour être sûr d'envoyer tout le monde au bon endroit. Dans un second temps intervient l'étage, le code, l'interphone et l'accès, qui a été une vraie marge de progression sur les 3 dernières années où souvent on s'embêtait pas forcément avec tout ça parce que les secours, en tout cas avec le code ou l'interphone en bas, parce que les secours ont souvent la clé SI et leur permettent de rentrer dans à peu près n'importe quel domicile d'habitation. Néanmoins, ça vous a posé pas mal de problèmes. Donc voilà, une attention particulière a été portée sur l'étage, le code, l'interphone et notamment l'accès avec un numéro de contre-appel qui fait que quand vous ne trouvez pas ou que les vecteurs sanitaires envoyés ne trouvent pas, on est bien un numéro à pouvoir rappeler sur place pour se faire préciser l'accès, l'étage, voilà, et parfois même sous le coup de la pression. L'interphone donné est pas au bon nom, le code est pas forcément le bon, voilà, l'étage, ils sont trompés d'un étage ou 2 étages. Voilà, c'est des choses qui peuvent être rectifiées a posteriori, mais qui posent problème dans l'arrivée au plus vite, notamment de votre part. Et puis l'identité du patient et l'âge, l'identité qui vous permet de retrouver le nom sur l'interphone quand c'est un interphone en bas et pas un digicode, et l'âge ou la date de naissance et la date de naissance à voir qui a deux finalités. La première, de vous permettre de distinguer l'arrêt cardio-respiratoire en pédiatrie de l'arrêt cardio-respiratoire chez l'adulte. Et vous avez le choix sur la pédiatrie de vous engager ou pas. Et au niveau vecteur sanitaire, ça permet la mise en place d'autres moyens, notamment à l'hôpital d'ECMO. Mais je ne pense pas qu'on rentrera dans ce sujet-là. La deuxième partie est du coup l'évaluation. Une fois qu'on a l'adresse, on rentre dans l'évaluation. L'évaluation se fait sur 2 étapes principales qui sont la recherche de l'état de conscience. Est-ce que la personne est consciente ou pas? Qui peut paraître très trivial comme ça quand on en parle, mais qui n'est pas toujours évidente. Et puis une fois qu'on a établi l'état de conscience, on va rechercher la qualité de la respiration. Est-ce que cette personne respire ou ne respire pas? Clairement, vous êtes engagé que dans les cas où la personne est inconsciente et où la qualité de la respiration est absente ou irrégulière et mauvaise, c'est-à-dire avec des respirations supérieures à 7 secondes, des cycles respiratoires supérieurs à 7, qui est clairement une respiration inefficace. Je voulais vous montrer du coup les quelques aides qu'on a ici en centrale. On part du concept que l'adulte est évalué, que c'est un adulte qui est inconscient, et on demande à cet adulte du coup de s'approcher de la victime
Sauf qu'on n'a pas toujours des témoins et des gens au téléphone qui sont compliants, qui ont envie d'aller proche d'une victime qui est retrouvée dans la rue, dans un jardin ou autre chose, pour diverses peurs. Mais du coup, c'est pas forcément une étape évidente de repérer la conscience et d'aller repérer la respiration. Néanmoins, si on a un témoin qui a cette capacité de pouvoir aller et de pouvoir nous écouter, l'idée de pouvoir évaluer la respiration de la victime, on fait ça de manière assez simple. On fait ça en posant la main, en demandant au témoin de poser la main sur le ventre de la victime et de faire un top à chaque fois que le ventre se soulève. Et en fait, si on n'a pas de top après 7 secondes, c'est-à-dire que l'abdomen ne s'est pas soulevé après 7 secondes, on part sur le concept qu'on est face à un arrêt cardio-respiratoire. Cet arrêt cardio-respiratoire est souvent annoncé à haute voix en centrale afin que tout le monde sache qu'on a un régulateur sur les 3 régulateurs qu'on a en centrale qui est face à un arrêt cardio-respiratoire parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire en parallèle. Il va falloir qu'on alarme les premiers répondants et les moyens de secours, qu'on fasse débuter la réanimation. Et ça, il faut faire tout en étant au téléphone avec le témoin, tout en gérant l'informatique en parallèle. L'engagement des moyens, du coup, on vous engage, vous, et on engage des moyens sanitaires d'urgence. Pour vous, sommairement, jusqu'en 2019, vous n'étiez pas là, et finalement, vous étiez ce maillon qui nous manquait dans la chaîne des secours à Genève, pour pouvoir diminuer cette période où il n'y a pas de circulation sanguine et du coup d'oxygène, et donc d'irrigation du cerveau. Et en tout cas, essayer de diminuer cette période-là pour améliorer le pronostic vital du patient. Sommairement, les premiers répondants les plus proches du lieu de l'ACR sont déclenchés par la plateforme. Nous, on a une interface ici qui est reliée à notre système d'engagement. Voilà, en règle générale, vous êtes engagé avant l'ambulance et le SMUR. Néanmoins, le système a besoin de savoir quelle ambulance et quel SMUR vont être engagés avant de pouvoir vous engager, que vous puissiez avoir le temps moyen d'arriver ou approximatif d'arriver des secours sur place, que vous sachiez finalement si vous avez une plus-value ou pas à vous déplacer et puis à intervenir dans la situation. Les... Pardon, j'ai reculé. Vous êtes engagé sur plusieurs critères divers et variés. Et le plus important pour nous, c'est la sécurité du lieu de l'intervention. On part ici du concept que si votre sécurité ne peut pas être assurée, on ne doit pas vous engager. Je vous ai mis quelques exemples. Sommairement, un arrêt cardio-respiratoire sur l'autoroute, sur la route, et qui n'est pas sécurisé, ce n'est pas une bonne idée de vous envoyer. Des contextes particuliers de suicide par arme à feu ou autre à domicile ou sur un lieu public, c'est pas super non plus. Des gens en ACR qui sont toujours immergés dans l'eau, des arrêts cardio-respiratoires sur des chantiers pour diverses raisons de sécurité. Voilà, sont des exemples d'arrêts cardio-respiratoires sur lesquels vous ne serez pas envoyé, sur lesquels vous n'entendrez même pas parler en fait. Et puis éventuellement d'autres contextes libres à l'appréciation du régulateur, puisqu'on ne peut pas faire une liste exhaustive de tous les lieux d'intervention qui ne seraient pas propices à votre sécurité. Dans la majorité des cas, Dominique, ça fait 30 minutes. oh, Ça fait 10 minutes, pardon. d'accord, je te remercie beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon. Voilà, on ne peut pas faire de liste exhaustive de tous ces lieux d'intervention qui ne seraient pas propices à votre intervention. Néanmoins, vous intervenez essentiellement, je pense, pour la plupart du temps à domicile, pour être honnête. Euh, En plus de la sécurité du lieu de l'intervention, qui vient se matcher avec cette sécurité des intervenants, il y a aussi le fait que vous avez la possibilité de décider ou pas d'accepter l'intervention qui vous est proposée. Pour votre sécurité, en tout cas, tous les patients Covid positifs avérés, on ne vous engage pas dessus, par risque de transmission de cette pathologie-là. Et par contre, là où vous avez le choix, c'est la pédiatrie. Donc là, je vous ai indiqué normalement dans l'ensemble des SMS d'engagement que vous recevez. Et après, à vous de voir, en fonction de votre perméabilité ou pas à ce genre de situation-là, de vous engager ou pas. Et le troisième critère d'engagement, finalement, c'est est-ce qu'il y a une plus-value à vous engager sur cette intervention-là?
On vous engagera plutôt sur des ACR non traumatiques, sur lesquels on a une vraie plus-value à rétablir la circulation sanguine, à oxygéner le cerveau et à avoir une vraie plus-value en termes de pronostic vital pour le patient. Les ACR traumatiques sont beaucoup plus compliqués et complexes à gérer. Du coup, il y a peu de chances que vous soyez déclenché sur ce genre d'ACR-là. Et on l'a vu en tout début de présentation, la différence entre les ACR à réanimer de ceux à ne pas réanimer. Euh, voilà. Sommairement, ça regroupe un petit peu sur ces deux slides-là les conditions d'engagement euh, vous concernant. Ici, c'est juste un slide pour vous montrer différents outils qu'on a à notre disposition. À gauche, c'est l'engagement des premiers répondants. Maintenant, on n'utilise plus que la voie de gauche dans ce logigramme où, une fois qu'on a confirmé l'ACR, que l'évaluation du patient est faite, on a une fenêtre qui va s'ouvrir en nous disant, tiens, on peut engager tel cardiomobile, telle ambulance ou tel hélicoptère. Et une fois qu'on a ça avec les délais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir vous engager au travers d'un petit bouton rouge que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, qui est notre fenêtre patient. Dans la fenêtre patient, c'est une sorte de fenêtre bleue à droite en haut du document. Voilà, il y a un petit bouton rouge avec marqué First Responder dessus qui va ouvrir une petite fenêtre et puis qui va vous alarmer en fonction de votre proximité avec l'intervention. Et puis tout en bas, la petite fenêtre en bas, on récupère l'application en fait Save a Life Momentum qui s'ouvre chez nous et qui va nous permettre de vous suivre et de pouvoir donner des indications sur place. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, on voit le nombre de personnes qui ont été alarmées et surtout, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le nombre de personnes alarmées, c'est le nombre de personnes qui ont accepté la mission pour savoir du coup si on peut compter ou pas sur vous et si on peut transmettre aux requérants sur place ou aux témoins le fait qu'il y aura des premiers répondants qui vont arriver avant les moyens sanitaires engagés. Les moyens sanitaires qu'on engage, pour ceux qui sont déjà partis en intervention ou qui ont déjà fait des réanimations à domicile sur demande du 144, vous avez pu voir arriver deux types de véhicules, soit une ambulance et un SMUR, qui est la partie gauche de la slide, soit l'hélicoptère. Ces deux moyens différents qu'on envoie, tous sur des arrêts cardio-respiratoires. Il y a besoin d'un médecin, il y a besoin de pouvoir intuber, il y a besoin de pouvoir passer un certain nombre de drogues diverses et variées sur lesquelles les ambulanciers ont une limite. Il y a besoin de ce binôme ambulancier-médecin. Pour ça, on va plutôt privilégier l'ambulance et le cardiomobile, donc le SMUR, pardon, sur Genève, Genève Centre et puis l'approche périphérie. Un arrêt cardio-respiratoire qui aurait lieu à Hermance ou à Vully, par exemple, ou Chancy. Si l'hélicoptère est disponible, ce sera plutôt l'hélicoptère qui ira sur place. Du coup, voilà, c'est juste que vous ayez en tout cas notion que vous pouvez aussi intervenir avec un équipage héliporté qui viendrait médicaliser l'intervention et la course. Voilà, il y a quelques critères d'engagement pour ces véhicules-là. Je pourrais rentrer éventuellement dans le détail sur les questions après si ça vous intéresse. Donc, on part du concept qu'on vous a engagé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en centrale maintenant qu'on a engagé les premiers répondants et qu'on a engagé un moyen médicalisé avec une ambulance? On a pas mal de choses à faire par téléphone. C'est pour ça que c'est intéressant de prévenir les collègues. On n'est que trois, alors il faut voir en fonction de l'activité téléphonique. Et la personne qui est au téléphone, elle va déjà essayer de trouver un témoin pour vous attendre en bas, surtout si l'accès est difficile, si il se souvient pas du code, si je sais pas, il y a des problèmes d'accès divers et variés. On essaye de trouver quelqu'un pour descendre et attendre les secours. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que dès qu'il y a une personne qui arrive, eh ben, le témoin monte pour en guider cette personne-là et on se retrouve avec plus personne en bas pour accueillir les autres personnes. Donc ça, c'est une voie d'amélioration qu'on essaye de faire, de demander à ce que ce témoin, une fois qu'il a monté une personne, un premier répondant ou l'ambulance, peu importe là-haut,
pour commencer les gestes de réanimation cardio, les gestes de réanimation, ils puissent redescendre pour atteindre en fait les autres partenaires. L'autre partie qui n'est pas toujours évidente, c'est de trouver un témoin en capacité à effectuer cette réanimation cardio-pulmonaire parce qu'on peut tomber sur un certain nombre de requérants qui n'ont pas la force, éventuellement due à leur âge, de pouvoir déplacer la personne dans l'appartement pour pouvoir effectuer ces manœuvres dans de bonnes conditions ou même de la descendre juste du lit, ou des gens qui sont trop paniqués et qu'on n'arrive pas à calmer et à remettre de notre côté pour pouvoir prodiguer les premiers soins. Donc ça, c'est une tâche aussi qui prend parfois du temps, qui parfois va très vite, mais parfois demande un petit peu de temps, jusqu'à, dans certains immeubles, appeler plein de gens dans l'immeuble, de les réveiller à 4 heures du matin ou autre, ou de les appeler en journée pour voir s'ils seraient disponibles pour monter à tel étage pour pouvoir pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Donc ça, c'est souvent fait par un autre régulateur. Voilà, et d'autant plus s'il n'y a pas de premier répondant qui répondent au SMS ou à l'alerte. Voilà, il nous faut quelqu'un pour améliorer pour donner les meilleures chances possibles au patient qui est en arrêt cardio-respiratoire. Et une fois que ces deux étapes-là sont faites, on va pouvoir guider cette réanimation cardio-pulmonaire. Deux possibilités, soit on le fait oralement par téléphone, et on a une sorte de guide comme ça qui s'affiche sur notre écran, qui nous donne sur la partie euh, à droite, vous avez un, demande au témoin d'intervenir, deux, évaluer la respiration, et trois, réanimation guidée ici, voilà, où toutes les étapes sont marquées pour essayer d'avoir le message le plus uniforme possible et le moins d'interprétation possible par le requérant. Voilà, rien de tout ça vous est étranger, hein, puisque c'est mettre le téléphone sur haut-parleur, allonger la personne, la mettre sur un plan dur, écarter le bras, monter à califourchon sur le bras, poser ses paumes l'une sur l'autre au milieu du thorax, d'enfoncer de 5 à 6 cm la cage thoracique sur une fréquence à 100 par minute. Voilà, tout ça, des informations qui sont données par téléphone. Euh, Lisa, nous sommes à 20 minutes. Parfait. Eh ben, très bien. On est bientôt à la fin de la présentation. En 5 minutes, je devrais pouvoir la terminer. Et on a une autre possibilité. Depuis peu de temps et depuis la crise Covid, on a introduit la visio en centrale qui nous permet d'accéder au téléphone du patient en lui envoyant un SMS à du patient ou du requérant. Et du moment où il accepte le lien et qu'il accepte l'autorisation à la caméra, on a la possibilité de voir ce qui se passe sur place. Et on a aussi la possibilité de lui envoyer une vidéo qui va lui expliquer exactement comment faire un massage cardiaque, plutôt que ce soit nous qui lui expliquons en visuel. Et du coup, il fait du mimétisme. Et on s'est aperçu que le mimétisme avait du coup beaucoup plus d'impact dans la réalisation d'une réanimation cardiopulmonaire efficace. Donc nous, on reste en ligne pour continuer à l'encourager et pour continuer à lui donner les informations sur les délais d'arrivée et des premiers répondants et des véhicules sanitaires engagés. Du coup, ici, on peut vous suivre en fait sur cette cartographie. Vous devez avoir à peu près la même dans votre système. On a l'ensemble des défibrillateurs sur le canton de Genève. Et puis, sur une intervention particulière, on va voir les personnes qui sortent. Vous êtes par des petits bonhommes comme ça qui courent. Et puis, on peut vous suivre en fait sur cette intervention. On peut voir à quelle distance vous êtes du lieu de l'intervention et approximativement dans combien de temps est-ce que vous allez arriver. Donc ça, c'est un vrai bon guide et support qu'on a ici pour pouvoir assurer les gens sur place qui massent depuis 2, 3, 5 minutes, comme quoi ils vont avoir du renfort plus rapidement que les vecteurs sanitaires engagés. En parallèle, on suit aussi sur une autre cartographie euh, les ambulances. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'était juste pour vous montrer qu'on voit certaines ambulances sur le canton. Elles sont géolocalisées avec un update, une mise à jour, pardon, de leur géolocalisation toutes les 15 à 20 secondes. Et du coup, voilà, on a deux cartographies qui nous permettent de suivre l'avancée des moyens engagés en parallèle.
Les deux dernières slides, je voulais juste vous remontrer du coup le processus global sur lequel vous intervenez. Il y a cet appel pour un ACR, il y a les régulateurs qui doivent le détecter. Et du moment où on part sur une réanimation cardiopulmonaire, vous êtes finalement les premiers répondants, hein, vous portez bien votre nom, à partir sur ce genre de situation, avant même, plus ou moins en simultané avec les ambulanciers et le SMUR. Voilà, je voulais vraiment insister sur votre position prépondérante dans cette chaîne de secours. L'autre slide, et ce sera quasi le dernier, juste pour revenir avec vous sur des soucis qu'on a et des soucis qui ont un impact aussi chez vous. Des éléments d'adresse parfois incomplètes, parfois erronés, souvent dû au stress de la situation. Parfois, les gens donnent leur adresse alors qu'ils sont chez quelqu'un d'autre. Voilà, on est sujet à ce genre de choses-là. Donc, il se peut qu'une fois de temps en temps, vous puissiez arriver pas à la bonne adresse, mais on espère que ce sera rare et quasi exceptionnel. Qu'il n'y ait personne pour vous ouvrir en bas parce que finalement, vous n'avez pas le bon code, parce que c'est pas le bon interphone et vous êtes bloqué en bas. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous rappeler en centrale euh, pour éventuellement qu'on vous donne les bonnes informations si on les a eues depuis ou qu'on se permette de rappeler sur place pour vous donner les bonnes informations et pas entraver votre arrivée sur site. Il arrive parfois que vous soyez plusieurs répondants sur site. Là-dessus, on n'a pas la main mise. En tout cas, le consensus calé avec Save a Life, c'est qu'on ne vous annule pas, en fait. Et même si vous arrivez à 3 à 4 dessus, on laisse 3 4 dessus. Voilà, pour des raisons d'efficience du système. Et puis c'est aussi formatif pour vous hein, de pouvoir voir et de pouvoir voir l'organisation des secours sur place. Après, il faut juste que vous puissiez vous organiser avec les secours sur place, de la pertinence ou pas de votre présence, de la pertinence ou pas que vous restiez pour regarder, pour aider. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même plutôt un ou deux premiers répondants sur place. Les cas où vous êtes plus nombreux sont quand même plus rares. On a eu quelques soucis de non-reconnaissance en fait de vos capacités et de votre performance, notamment avec certains partenaires, où finalement très vite vous êtes écarté de la scène au profit d'autres. C'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on essaye de plaidoyer régulièrement pour que vous soyez pris à part comme un acteur complet de cette prise en charge et intégré dans cette prise en charge. Et je voulais terminer avec un petit point sur la conduite d'urgence. Alors, pas celle des ambulanciers ou du SMUR, mais bien la vôtre, qui fait que lorsque vous êtes alerté par le 144 pour ce type de situation-là, il vous faut pas prendre de risques sur la route, essayer de respecter au maximum le code de la route. Ce serait dommage que vous vous mettiez en carafe sur la route et qu'on soit obligé d'envoyer des ambulances pour vous. Donc voilà, votre plus-value est précieuse, mais pensez aussi à vous, hein, à la sécurité de l'intervenant en premier, avant celle du patient pour lequel vous êtes envoyé. Voilà, j'ai normalement tenu les délais Super. impartis. Je suis à votre écoute. Ok, alors moi j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Donc il va falloir être plus dans la synthèse pour Très bien. tenir aussi le chronomètre. Comment se fait-il qu'il existe un delta entre l'arrivée énoncée de l'ambulance sur l'appli et l'arrivée effective? C'est juste parce que c'est des calculs et des algorithmes qui font ça, qui tracent les chemins via Google Maps. Et peut-être que l'ambulance connaît parfois mieux le secteur que Google Maps, est capable de prendre des rues en D'accord. sens inverse, de prendre des trajets plus courts. Donc ça peut se jouer dans ce sens-là. Je pense que l'écart est souvent dans ce sens-là. Mais c'est clairement une problématique entre informatique, algorithme et réalité sur le terrain. Ça ne donne que des temps moyens. Voilà, D'accord. de ma connaissance en Alors, tout cas du système. ok. Une question un petit peu dans le même genre et puis qui m'a posé quelques questionnements quand j'ai été alarmée, notamment quand le temps d'un premier répondant donc sur l'application est supérieur au temps énoncé de l'ambulance, est-ce qu'il faut quand même s'engager? Quand on voit, par exemple, nous, c'est 3 minutes et l'ambulance, c'est Hmm. 2 minutes. Est-ce qu'on clique quand même, on y va ou...
Ah, je laisserai presque à Annelise Thomas le soin de répondre à cette question, mais je pense que oui, ça peut valoir le coup. À 1 minute d'écart entre les deux ou 2 minutes d'écart, ça peut valoir le coup. En plus, le SMUR est souvent plus loin que les ambulances. On a beaucoup plus d'ambulances de proximité. Des SMUR, on n'en a que deux sur le canton. Et avoir un bras ou deux bras de plus, ou en tout cas un premier répondant ou deux premiers répondants de plus avec les ambulanciers, c'est clairement bénéf et pour le patient et pour les ambulanciers et pour améliorer la qualité de la prise en charge. Du coup, moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, mais ça n'engage que moi. Mais je pense que j'irai aussi dans votre sens parce que l'ambulance peut avoir des soucis avec le trafic, etc. Et Ouais. donc arriver plus tard. C'est un problème effectivement un compte d'algorithme. Une autre question, faut-il faire un petit détour pour chercher un AED au risque que deux PR arrivent avec deux AED ou l'inverse? On se dise, bah, si on est plusieurs, l'autre va y penser et va y aller. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de résolu. Euh, je pense clairement que ce qui profite le plus, c'est de ne pas faire un détour inconsidéré pour aller chercher un défibrillateur. Pourrait peut-être apporter une petite réflexion de formatrice. Euh, dans les recommandations, il est bien dit que le premier geste à faire, c'est vraiment le massage cardiaque. Et si on est plusieurs, et notamment deux, c'est le deuxième qui va gérer le défibrillateur. Donc, dans la gestion du défibrillateur, on pourrait entendre le fait d'aller le chercher et de l'installer. Mais c'est vrai que si on est à côté, après tout dépend le détour, est-ce que après c'est surtout c'est à la personne, au premier répondant qui arrive, s'il passe devant, euh, c'est quelques secondes, mais c'est vraiment un choix de chacun, je pense. S'il faut aller à l'étage supérieur pour aller chercher, là on pourrait effectivement se poser un peu plus la question. Monsieur Boussard est revenu, donc je vais lui laisser à nouveau la parole. Oui, oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. En fait, les deux gestes et d'entamer une RCP et d'avoir un défibrillateur sont tous les deux importantes et intéressantes. Le défibrillateur marchera que s'il y a une vraie fibrillation au niveau cardiaque. Moi, je tendance à privilégier le rétablissement de la circulation sanguine et l'oxygénation cérébrale. Voilà, du coup, aller chercher un défibrillateur, si vous faites faire un tout petit détour, ça vaut le coup. Si vous faites un trop long détour, je ne prendrai pas cette peine-là et puis je laisserai la peine au défibrillateur au deuxième ou troisième premier répondant venant sur place. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question. Euh, une personne qui fait un ACR sur le lac, par exemple sur un bateau, est-ce qu'un premier répondant sera engagé? Alors, pas du tout, en fait, je ne pense pas. Je dis pas du tout. Je ne pense pas. En fait, il y a le moyen d'accessibilité au lac qui va être compliqué. Ce sera plutôt des moyens pompiers ou police qui seront envoyés sur le lac dans un premier temps avant d'être ramenés sur la berge avec les ambulanciers pour le prendre en charge. Donc, je ne pense pas que des premiers répondants seraient déclenchés dans ce type de situation-là. D'accord. Alors, une autre question. Lorsqu'un hélico arrive, qui gère l'atterrissage? Quand on engage l'hélicoptère, donc Rega 15 ou Unité 5, vous entendrez les deux noms, on engage toujours en systématique une patrouille de police. Cette patrouille de police soit arrive avant l'hélico et dans ce cas-là aide à la pose et aide après à la sécurisation de l'hélicoptère puisque l'équipage s'en va, soit il n'y a pas de patrouille de police sur place et le pilote gère son atterrissage à peu près tout seul comme un grand. Voilà, mais la patrouille de police qui arrivera dans un second temps assurera en tout cas la sécurité de l'appareil le temps de l'intervention. Pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro non urgent, donc autre que le 144, si on a des questions, relatives à Alors, tout c'est un ça? numéro qui va officiellement voir le jour a priori en janvier 2024. Euh, Nous avons, je vais la faire brève, mais lors du Covid, on est passé, me semble-t-il, de 300 à 350 appels jour à 1900 au plus haut des vagues. Il nous a été impossible de faire le tri entre les deux. Du coup, on a très vite créé une seconde ligne, une ligne pour le Covid, où les gens appelaient, j'ai plus le numéro en tête, un 022 quelque chose ou 0800. Cette ligne-là,
va devenir une ligne d'urgence non vitale. À partir de janvier 2024, sera communiquée à l'ensemble de la population et permettra de faire, laissera en tout cas aux citoyens le fait de choisir quelle ligne il appelle en fonction de la situation sur laquelle il se trouve. D'accord. Alors d'aujourd'hui, cette ligne existe déjà, mais n'est pas officiellement communiquée. D'accord, très bien. Une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'engager un véhicule du SAMU français sur un ACR à Genève s'il n'y a plus de SMUR disponible sur le canton? Tout à fait. Alors, il existe des conventions transfrontalières entre le SAMU 74, le SAMU 01 et nous, essentiellement sur des communes limitrophes, genre Pernis-Certoux, Doral. Plan-les-Ouates, Bardonnay, à ce genre de... Voilà, si je prends avec le 74. Et si on a un défaut de SMUR sur le canton de Genève, on peut faire appel au SAMU 74 ou 01 à voir si eux ont un SAMU, un SMUR de disponible ou pas, et pourraient très bien venir médicaliser une intervention chez nous. Mais c'est des faits assez rares. Ça marche plutôt dans l'autre sens que dans ce sens-là. D'accord. Alors maintenant, c'est une question inverse et ce sera la dernière. Est-ce que, en tant que premier répondant, est-ce qu'on peut être alarmé pour un ACR en France voisine? Eh bien, a priori, non, Non, parce que puisque l'application utilisée par le SAMU 74 n'est pas Save a Life, c'est Sauve Life, sauf erreur de ma ouais, part, c'est SAUV juste là. Life à côté. Donc non, c'est deux applications totalement différentes. Par contre, rien ne vous empêche de vous écrire sur une autre, de vous inscrire sur une autre application pour la France voisine, notamment si vous habitez sur une zone frontalière, et de pouvoir intervenir en France voisine. Ça, c'est tout à vous. Voilà. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette session. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, Monsieur Boussard, pour ces précisions qui ont été fort intéressantes. Et puis, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes pour 2024. Et puis, on va se réjouir de vous proposer un planning de webinaire avec des thèmes pour éclairer un petit peu nos pratiques de premiers répondants. Eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli et puis j'espère avoir répondu en tout cas à la demande initiale faite. Voilà, merci à vous tous en tout cas pour votre travail au quotidien et votre implication dans ce réseau d'urgence Genevois et dans cette réponse aux arrêts cardio-respiratoires. Merci beaucoup à Ah, vous. j'ai juste Merci beaucoup. une dernière précision. N'oubliez pas, le 4 novembre, euh, c'est la journée des premiers répondants. L'après-midi, on a des activités. Tout a été annoncé sur l'appli et dans l'infolettre, la newsletter. On va faire des ateliers l'après-midi. Vous n'êtes pas obligé de venir toute l'après-midi pour suivre les conférences, etc. Vous pouvez venir pour une ou deux conférences ou juste l'atelier. Donc, on compte sur vous, venez nombreux. Euh, Il y a plein de choses qui se préparent, qui vont être surprenantes et très intéressantes.